est parfaite. Il y a toujours quelque part une tendance politique. Quand l'on voit par exemple les politiciens en France, en Belgique ou ailleurs, n'est-ce pas? Ils ne sont pas que politiciens, ils ne sont pas simplement que à droite ou à gauche, ils ont aussi un savoir scientifique. Ils peuvent être professeurs, ils peuvent être avocats, magistrats et j'en passe. Mais devant maintenant les étudiants, il n'y a pas lieu d'appeler à voter pour tel ou tel. Il n'y a pas lieu de faire du militantisme. Il faut simplement s'arrêter à faire son cours, n'est-ce pas, aux données objectives et quelque part ne pas être partisan. Donc il est tout à fait envisageable et possible de concilier son savoir scientifique, et vous faites bien de poser la question, parce qu'il est arrivé, que ce soit ici à l'Université Protestante au Congo ou en Europe, qu'on me pose la question, des questions plutôt tendant à m'afficher par rapport à une couleur politique. Et Effectivement. je les reprends tout de suite pour dire qu'écoutez, je suis là pour transmettre un savoir et un savoir-faire. Je ne suis pas là pour appeler, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait envisageable. La question est de savoir si aujourd'hui on peut être professeur d'université, Surtout des sciences politiques. des sciences politiques, et en même temps ne pas afficher sa couleur politique. Quelque part, dans le discours, on transmet une certaine façon de voir les choses où il y a une préférence quand même. Oui. Et ce n'est pas évident, mais néanmoins, on essaie d'être le plus objectif possible et surtout ne pas, comment dirais-je, considérer les étudiants ou les collègues en fonction de leur appartenance politique, affichée ou pas. Et même, il en est question en ce qui concerne la laïcité. Je suis dans une université qui est d'obédience confessionnelle Confessionnel, oui. protestante. Mhm. Hein. Néanmoins, il y a des catholiques, il y a une forme d'œcuménisme. Je veux dire que c'est ça aussi la fraternité. C'est de réunir ce qui est épars. C'est à un moment donné de faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter, coexister de manière pacifique. Ça, c'est très bien. Et la question maintenant, que je pense plus ou moins intéressante et qui préoccupe plusieurs Congolais, c'est que la majorité des Congolais qui vivent à l'étranger, c'est l'impression que nous avons, sont hostiles ou ont de l'aversion pour le régime que dirige Joseph Kabila. Et que vous vivez régulièrement en Europe, vous avez le temps d'échanger avec ces gens-là, ils sont devenus malheureusement très violents. Est-ce que vous entreprenez des démarches pour les ramener à la raison? Ou alors, c'est vous qui soutenez Joseph Kabila qui ne communiquez pas suffisamment? En matière de communication, je n'ai pas reçu mandat des institutions de la République pour être une sorte de porte-parole de ce qui se passe en RD Congo. Donc c'est à titre personnel que j'interviens dans les médias, n'est-ce pas? Que ce soit RFI, que ce soit sur Digital Congo, pour expliquer le bien fondé, n'est-ce pas, des 5 chantiers. L'intérêt qu'il y avait à voter pour le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange. Je l'ai fait sur Télésud, qui est une chaîne internationale. Je l'ai fait encore quelque part ici, d'une certaine manière, en RD Congo. Et maintenant, cette communication qui passe mal, parce qu'il faut qu'on se le dise, entre le régime en place et les Congolais de l'étranger, doit être relativisée. Parce que c'est une minorité des Congolais de l'étranger. S'il y a eu des manifestations des Congolais de la diaspora, on va le dire comme ça, hostiles au régime en place, c'est leur droit de manifester. D'ailleurs, vous avez vu, à travers France 24, Euronews, etc., des manifestations, n'est-ce pas, des Congolais hostiles au gouvernement en place, Oui. encadrées par la police. Hein, manifestations prévues, autorisées, parce que la liberté d'expression est une valeur que l'on défend aussi en Europe et ailleurs d'ailleurs. Simplement, maintenant, en ce qui concerne cette communication qui passe mal, c'est tout simplement parce qu'eux occupent le terrain. Ils sont en train de passer de longueur à journée des informations fausses, des rumeurs. Vous avez vu, à un moment donné, on a dit que le président Joseph Kabila, on ne le voyait plus, etc. Et puis on l'a vu apparaître à un moment donné. Mais je dois vous dire que même à propos de la date des élections, c'était prévu pour le 28 novembre. Certains se disaient qu'il n'y aurait pas d'élection, c'est impossible qu'il y ait élection, c'est irréalisable. Donc vous voyez, sur la base de quoi? De quel élément? Sur la base de quoi, de quel élément je veux poser l'action de savoir, vous avez la chance d'être né en Europe, effectivement, fils d'un ambassadeur. Vous connaissez plus ou moins la vie diplomatique, comment elle se mène, mais aussi comment les diplomates communiquent avec les compatriotes vivant dans un pays donné. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, aujourd'hui, nos ambassades communiquent valablement et suffisamment avec les Congolais qui vivent dans les pays où ils sont, où ces ambassades représentent le pays? C'est une très bonne question, je dois vous dire. Je vous félicite pour cette question parce que c'est un problème fondamental. Hein, fondamental
les Congolais de l'étranger ont quelquefois l'impression d'être rejetés par leur propre pays. Quand on voit la difficulté d'obtenir un document dans les ambassades, de par l'attente déjà qui est longue, l'accueil quelquefois, et ils ont eu à déplorer cela. Cependant, ceux qui nous représentent dans les consulats, dans les ambassades, font un travail remarquable et ce n'est pas évident pour eux de gérer de milliers de Congolais. Je prends pour exemple des Congolais qui vivent à Lyon ou à Toulouse, qui ont besoin d'un document officiel, doivent faire le déplacement jusqu'à Paris. Ce n'est pas normal. C'est le cas pour les États-Unis, pour le Canada et ailleurs encore. Donc, à mon humble avis, en ce qui concerne la communication, il me semble utile, et je l'ai dit à plusieurs reprises, de créer à un moment donné un ministère des Congolais de l'étranger à part entière. Je l'ai dit, je l'ai écrit sur Digital Congo, je l'ai dit aussi à des personnalités proches de la présidence de la République. J'étais porteur même d'un projet qui s'intitulait Ministère des Congolais de l'étranger de l'intégration régionale. À l'instar un peu du Mali, parce que si vous allez au Mali, vous verrez qu'il existe ce ministère où on prend en compte l'apport de la diaspora malienne, que ce soit pour les transferts de Western Union, des fonds, que ce soit pour les transports en commun, que ce soit pour les produits pharmaceutiques, que ce soit pour les investissements aussi. On les canalise, on les draine, on informe. Et quelque part, il faudrait créer ce ministère. Pourquoi? Parce que simplement, ça permettrait de désengorger ou de décentraliser un peu le lourd travail, le grand travail que font nos diplomates à l'étranger. Et vous ne pensez pas que c'est déjà cette attitude, cette frustration permanente qui motive parfois ce comportement que nous pouvons qualifier de barbare, mais violent? N'est-ce pas tout simplement une manière de repousser cette attitude qu'ils constatent dans nos ambassades, qui pour eux, par exemple, ne fait pas le nécessaire pour les intégrer davantage ou leur donner des informations nécessaires sur ce qui se passe dans le pays? C'est un aspect, mais il y a surtout des groupuscules qui s'évertuent sur Internet ou ailleurs à diffuser une campagne d'intoxication comment dirais-je, exécrable à l'égard du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui fait pourtant un travail remarquable, difficile mais remarquable. En témoigne d'ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir, l'évolution de la RDC vers un climat de pacification, l'intégration déjà du schéma +4, et aujourd'hui des élections à 2 reprises au suffrage universel direct, n'est-ce pas? Maintenant, ce que peuvent exprimer les Congolais de l'étranger peut avoir, si je puis le dire comme ça, un fondement légitime, mais il y a une façon de l'exprimer. Alors, c'est pourquoi je voudrais ici que l'on ne mélange pas, que l'on ne puisse pas mettre dans le même sac tous les Congolais de l'étranger. Il y a des personnes, des hommes et des femmes responsables qui ne partagent pas la vie de ces combattants, de ces Congolais de l'étranger qui se prénomment combattants. Ils ne le partagent pas. Mais simplement, ils ne l'expriment pas ouvertement parce qu'ils ont peur, outre les représailles, la vindicte populaire et le fait d'être marginalisés. Néanmoins, ils aspirent quelque part aussi à rejoindre quelque part aussi le mouvement vers la révolution de la modernité initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Maintenant, il faudrait peut-être leur donner la possibilité de le faire, n'est-ce pas, de fouler le territoire congolais. Je dois vous dire, et je le disais encore à l'instant, qu'il y a des jeunes de votre âge qui ont terminé leurs études en Europe, qui ont une expertise, qui peuvent venir travailler. Il y a des hommes d'affaires, il y a des personnes qui sont en médecine, en histoire, en droit, dans les commerces, dans différents métiers qui voudraient revenir. Simplement, il faudrait leur donner déjà la possibilité de revenir, mais surtout le cadre juridique, le climat des affaires, les rassurer aussi. C'est effectivement ce Mais j'en terminerai peut-être là avant qu'on passe à autre chose. C'est que quand des jeunes naissent à l'étranger, qui ne sont jamais venus dans leur pays d'origine, à un moment donné, ils grandissent dans un environnement où on leur diffuse des fausses informations, eh bien, ils ont l'image que la RD Congo, c'est l'Antiquité. Et pourtant, quand on arrive déjà à l'aéroport, et quand on arrive à un moment donné, on voit ces chantiers qui sont en train de... Et vous savez, il y a quelques années, pour atteindre certains points de la République, il fallait mettre pas quasiment des jours. Aujourd'hui, donc, il y a un développement qui est en train de se... C'est la faute qu'on vous attribue, effectivement, vous qui